Donc on va commencer la lecture et comme je vous avais dit, vous avez les replays sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre tous les lives en replay. Alors les vidéos sont assez longues parce qu'elles font, en fait c'est tout le live, donc ça dure à peu près 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie parfois, mais vous avancez un petit peu parce qu'au début, forcément, c'est le temps où je parle, où j'explique. Vous avez toute la partie lecture et ensuite vous avez une partie où on discute, où je lis vos commentaires, etc. Donc voilà, vous pouvez, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, vous pouvez regarder uniquement la partie lecture si vous voulez suivre le livre. Donc voilà, donc je vais commencer la lecture. Je vous remonte le livre. Alors j'ai mis une lumière derrière. Chez moi c'est un peu rose, mais sur l'écran ça rend bleu, donc c'est pas ouf, mais bon. Hop, voilà, j'espère en tout cas que ça vous va. N'hésitez pas à me dire si c'est trop... peut-être comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc le chapitre 2, alors le livre je vous le remontre, vous l'avez en lien dans ma bio, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc je t'aime à la folie, pas du tout. L'univers des sentiments offre bien entendu un éclairage sur les liens de dépendance affective. J'ai retenu plus particulièrement dans cette approche 2 registres diamétralement opposés qui cependant, de façon latente, se rejoignent en certains points. Je veux parler ici des manifestations d'une part, ouvertement et exclusivement positives, et celles d'autre part résolument négatives. Un amour inconditionnel, tout comme une haine implacable, ont en commun l'annulation de l'ambivalence des sentiments. Donc, ambivalence, c'est la présence simultanée dans la relation de tendances, d'attitudes et de sentiments tendres et hostiles. Donc vous voyez, en fait, ce qu'elle explique, c'est que quand on a... ce qu'elle a pu remarquer, c'est que parfois dans les amours inconditionnels, on peut retrouver à la fois de la haine et un amour extrêmement fort et en même temps de la haine, quoi. Point de demi-mesure, de nuances, de pluralité dans la gamme des sentiments, nous sommes ici convoqués sur la scène de l'absolu, de l'exclusif et de l'unicité. L'ambivalence fait partie de nous et de notre relation aux autres. Sa présence peut néanmoins être gommée ou annulée, permettant ainsi de mettre à distance l'agressivité ou à l'inverse l'attachement éprouvé pour l'autre. Comme nous le verrons, ce mode de défense signe la présence d'angoisses, parfois massives, qui ont pour dénominateur commun un lien de dépendance affective prégnant. Au cours de ce chapitre, je présenterai 2 volets du sentiment d'amour absolu, à savoir fusion et idéalisation. Puis nous nous tournerons vers son expression opposée, le sentiment d'une haine inexpugnable illustrée sous 2 formes, l'impossibilité d'investir un lien d'amour et ne pouvoir ni supporter l'autre, ni s'en séparer. La fusion à l'autre. Nous ne faisons qu'un. La relation fusionnelle consiste en une symbiose unissant 2 êtres, dans une combinaison et une interpénétration de leur vécu psychique, affectif et émotionnel. Le prototype de ce lien est celui de la relation du fœtus puis du nourrisson à sa mère, non encore reconnue comme distincte de lui. Donc si c'est un peu compliqué, vous me dites et je peux réexpliquer des chapitres. Voilà, bonsoir tout le monde. Une fusion nécessaire. D. Winnicott a mis en relief l'importance fondatrice de la relation fusionnelle mère-bébé dans laquelle la mère pense, imagine, interprète pour son enfant. Elle donne ainsi à son bébé l'image de ce qu'il éprouve
et l'assurance de son existence. La symbiose entre la mère et son bébé permet l'instauration d'un nous psychique qui établit les bases d'un sentiment de continuité pour le bébé. À partir de ce lien fusionnel originaire, le petit être va peu à peu opérer une différenciation entre lui et sa mère, comme entre ce qui est intérieur et extérieur à lui, préparant ainsi l'accès à sa propre individualité. En effet, on ne parvient au je qu'après être passé par un nous. Dans une relation dite fusionnelle, ce premier lien des origines est réinvesti dans une recherche inconsciente d'un retour à l'unité originelle perdue. La rencontre amoureuse, particulièrement le coup de foudre, et les premiers temps de la relation s'apparentent souvent à des retrouvailles avec la symbiose des origines. Jean-Georges Lemaire souligne à ce propos le rôle structurant de la fusion comme force organisante et constituante de la relation amoureuse. Dans une interview, il précise « Un minimum de fusion est toujours nécessaire pour qu'un couple puisse se former. Une nécessité conduit tout amoureux à écouler en l'autre une part de soi, dans le même temps qu'il le colonise et qu'il possède une part de lui. Il s'agit d'une captation réciproque, grâce à laquelle se constitue un nous psychique. » Donc vous voyez ce qu'il explique là, ce que l'auteur elle explique, c'est que donc il y a toujours dans les premiers temps d'une relation une fusion qui se fait dans le couple. Souvent quand on démarre une relation, on a envie uniquement d'être avec la personne, parce qu'on est en besoin de cette personne-là. Donc souvent les débuts, on est toujours avec son copain, sa copine, son conjoint, sa conjointe. Et on ne fait qu'un parce qu'on veut absolument apprendre à se connaître, on a besoin de l'autre, on a besoin de sa présence, etc. Parce qu'on est sur des coups de foudre, sur des rencontres où on aime l'autre et on veut faire partie intégrante de cette personne. On veut en fait fusionner, on veut limite en fait faire une fusion corporelle, même psychique, mentale, etc. En fait, on ne veut penser que pour un, comme à l'image, comme ils le disent, de la mère et de son bébé. Et en fait, cette partie-là, ce temps-là de fusion dans le couple, ça permet en fait de créer les liens amoureux qui vont permettre de créer la relation, d'apprendre à se connaître et de faire en sorte qu'il y ait une plus une personne plus la relation. Et cette relation, elle va se faire par ces temps passés ensemble qui, au tout début, sont toujours assez intenses en général. Enfin, intenses dans le sens où on veut vraiment être très souvent avec la personne, quoi. Alors après, il n'y a pas de généralité. Parfois, il y a des relations où il n'y a pas cette intensité-là et pourtant, elle reste. Mais souvent quand même, surtout les premiers amours, etc., on a toujours besoin d'être vraiment avec l'autre tout le temps. On pense qu'à cette personne-là, quoi. Mais il explique que du coup, le nous va créer l'individualité. En fait, on ne va réussir à se détacher qu'après être passé par cette étape-là du nous fusionnel. Donc il explique, mais qu'il faut dépasser. La fusion apparaît ainsi comme une étape inaugurale et structurante du lien. Toutefois, pour que ce lien se développe et s'enrichisse, il faut que les individualités qui le constituent puissent également prendre place et s'épanouir. L'individuation constitue donc elle aussi un élément déterminant de la relation, permettant à chacun d'exister en tant que sujet du et dans le couple. Plus les partenaires entretiennent une relation étroite entre eux, plus leur individuation rend leur proximité vivante et durable. Être ensemble ne signifie pas se perdre dans l'autre. Pourtant, le rapport fusionnel dans une relation de couple, amicale ou parent-enfant,
peut occuper l'essentiel de l'espace relationnel. Les fantasmes de ne faire qu'un, d'être tout pour l'autre, d'avoir l'autre tout à soi, de se comprendre sans se parler, de se fondre dans l'autre, etc., sont autant de modes d'expression d'un lien fusionnel particulièrement serré, laissant peu ou pas de place aux individualités de chacun. Dans cette configuration, l'individuation s'efface et même disparaît pour laisser place à une identité mutuelle extrêmement dense et généralisée, au point où soi et l'autre sont confondus en un même. Donc, vous voyez, du coup, les deux personnes font tellement fusion qu'en fait, il n'y a plus d'identité propre à chacun, puisque quand on se met en relation avec quelqu'un, on a sa propre identité, on a ses propres goûts, ses propres envies, ses propres besoins, etc. Et quand on est dans la relation, on va toujours chercher l'entre-deux, on va aller chercher les points communs, etc. Et ça peut être au risque que finalement nos individualités, nos différences qui font aussi nos complémentarités, parce que c'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble, ou que la relation amicale s'est faite, ou même parents-enfants, que ces individus, ces parties de nous qui sont uniquement de l'ordre de l'individuel vont s'effacer pour ne faire qu'un, ou qui vont s'effacer au détriment en fait du fait qu'on puisse apporter chacun une part de nous qui va être différente de l'autre, quoi. Et donc, il n'y a plus les trois, c'est-à-dire l'un, l'autre et la relation, mais il n'existe plus que la relation et les individualités s'effacent. Enfin, il parle d'individuation. Voilà. Donc, je peux vous dire la légende. L'individuation, c'est l'évolution au cours de laquelle l'être humain va s'autonomiser et exister en tant que personne à part entière, distincte et différente de ses semblables. Donc vous voyez, il y a un nous, mais dans le nous, il y a des jeux. Et ça, c'est l'individuation, c'est-à-dire qu'on est un individu à part entière. Voilà, on existe en tant que personne à part entière, distincte de l'autre, et c'est très important de pouvoir se définir en tant qu'individu pour pouvoir exister dans la relation, pour aussi pouvoir enrichir la relation en tant que telle. Voilà. Ce phénomène d'indifférenciation entre soi et l'autre est particulièrement récurrent dans les différents témoignages de dépendance douloureuse présentés au chapitre précédent. Donc l'indifférenciation, c'est quand on ne fait plus la différence entre nous et la personne qui est avec nous dans la relation. Et donc ça, c'est particulièrement, ça arrive particulièrement quand on est dans des situations de dépendance affective, de dépendance douloureuse, parce que en fait, on va exister uniquement par rapport à la relation. On n'existe que par rapport à l'autre. On veut fusionner avec cette personne parce qu'on a peur de la perdre, ou on a peur, on a peur qu'en étant soi-même, qu'en imposant le jeu parfois dans la relation, il y ait des conséquences négatives. Donc on va aller s'effacer pour faire place uniquement au nous et pour que la personne puisse rester en fait. Ainsi, lors d'une séance, Catherine exprime son souhait de parler avec Patrick de leurs prochaines vacances. Cependant, et malgré mon invitation à préciser ce dont elle souhaite parler, Catherine reste confuse, vague et s'exprime par sous-entendu. Je leur fais part de ma difficulté à comprendre. Catherine me dit alors : « Oui, c'est vrai, ce que je dis n'est pas très clair, mais mon mari comprend, il sait à quoi je pense. » Les propos de Catherine illustrent ce fonctionnement d'indifférenciation, où l'on se comprendrait sans avoir à parler, où l'autre, confondu avec soi, devinerait et même saurait nos propres pensées. Iris, de son côté, a peu à peu pris conscience du vécu d'indistinction entre sa mère et elle. Elle réalise l'existence en elle d'une confusion entre ses propres émotions et celles de sa mère. Je garde l'image de ma mère et moi, derrière la fenêtre,
attendant le retour de mon père. J'étais envahie par l'angoisse de son retour. Je me rends compte maintenant que ce n'était pas mon angoisse à moi, mais celle de ma mère, anxieuse de l'humeur et des colères de mon père. Ces ressentis n'étaient pas réellement les miens. Qu'est-ce qui était réellement vôtre? Ma joie d'enfant, ma joie de retrouver mon père et qu'il me prenne dans ses bras. Cette angoisse diffuse recouvrait ma joie. Ce n'est que maintenant que je le réalise vraiment. Iris témoigne ici de l'absence de délimitation des vécus émotionnels, affectifs et psychiques entre soi et l'autre, ainsi que de leur extrême confusion conduisant à une perte de la réalité des ressentis propres à chacun. Lorsque le parent n'a pas suffisamment reconnu son enfant comme un être distinct de lui, il est alors difficile et parfois impossible pour cet enfant de sortir du vécu d'indifférenciation qui l'unissait à son parent, et notamment à sa mère, dans les tout premiers temps de sa vie. L'enfant s'installe dans une relation de collage à son parent, que bien souvent il reproduira dans sa vie amoureuse d'adulte. En outre, plus l'enfant ressentira son parent fragile, malheureux ou absent, plus le collage sera intense. C'est le vécu d'Iris, tout comme celui de Marthe et de Jeanne avec leur mère. Il en va de même dans des situations de violence physique et ou psychique. Plus un parent est violent, plus l'enfant est collé à lui. C'est ici l'image du boxeur fatigué qui s'agrippe au bras de son adversaire et se colle ainsi à lui. Plus il est proche de son adversaire, moins les coups de ce dernier auront d'allonge et de force. Camille et Laure, une attente fusionnelle étouffante. Outre le phénomène d'indifférenciation, le rapport fusionnel entre deux êtres éveille donc des images de collage, d'agrippement, d'adhésivité. Ces représentations sont étroitement liées à la pulsion d'emprise et parallèlement traduisent une lutte contre l'angoisse de la perte de l'autre. Le sujet colle ou s'agrippe à l'être cher pour éviter tout risque de le perdre. Pour cela, comme dans les mécanismes physiques de la fusion, il se combine à l'autre dans l'espoir de se fondre en lui. Devenir fantasmatiquement une partie de la substance de cet autre nourrit l'illusion de se prémunir contre sa perte. Mais cette défense primitive contre la perte agit également comme un boomerang, ramenant en retour des angoisses très fortes de perte, des limites de soi, de dilution ou d'absorption dans l'autre. Ne faire qu'un rassemble ces différentes facettes du lien fusionnel. C'est l'histoire du couple de Camille et Laure. Ces deux jeunes femmes de la trentaine, en raison de disputes incessantes, pénibles et parfois violentes, prennent rendez-vous avec moi et s'engagent dans une thérapie de couple. Dans un premier temps, la demande fusionnelle est ouvertement exprimée par Laure. À l'inverse, Camille manifeste son malaise face à cette attente ressentie comme étouffante. Laure parle de son souhait d'être tout le temps ensemble et de faire un maximum de choses toutes les deux, alors que Camille se plaint de ne pouvoir envisager de sortie ou d'activité seule, de son côté, sans que cela éveille peine ou agressivité chez son amie. Une répartition tranchée des rôles semble s'établir au sein de leur couple. Laure défend et soutient le versant symbiotique de la relation. Camille milite pour la cause de l'indépendance au sein du couple. Ainsi est-il question du je et du nous, vécus comme antagonistes et inconciliables. Depuis le début de la relation, le climat d'hostilité est omniprésent et chacune lutte pour préserver le territoire de ses revendications et assurer la défense des positions. Au fil de leur thérapie, Camille exprime de plus en plus clairement l'angoisse que le lien fusionnel du couple éveille
et même réveille en elle. Je me sens très angoissée. J'ai la sensation d'étouffer et de me perdre. J'ai l'impression de retrouver quelque chose de ma relation avec ma mère. Je fuyais ces angoisses qui m'envahissaient et je ressentais le besoin de sauver ma peau. C'est ce que je revis en ce moment avec Laure. Lors des séances suivantes, Camille poursuit. Je ne veux plus de ce lien fusionnel. J'ai l'impression d'être engloutie et de m'éteindre à l'intérieur de moi. Sous la pression constante de Laure, j'ai fini par renoncer à ma propre individualité. Je me sens comme vidée de moi-même. Camille exprime combien la part fusionnelle dans leur couple suscite en elle des sensations d'envahissement, d'étouffement et d'absorption, des sentiments de perte d'identité et d'aliénation, ainsi qu'un état de confusion. Camille est au plus mal et, dans un sentiment de panique et d'urgence, envisage de rompre. Faire émerger une parole vraie. Dans les séances qui suivent, 3 éléments nouveaux émergent et insufflent un nouvel élan à la thérapie et au couple. Tout d'abord, au fil des associations d'idées, Camille et Laure prennent conscience d'une reviviscence très forte de leur transfert dans le transfert de leur vécu infantile et de couple. Sentiment de n'être pas rassuré ni aidé par le parent thérapeute, mais au contraire d'être mis à mal par leurs échanges et élaborations en thérapie qui les remuent. Émerge ensuite la question du parler vrai, objet de toute psychothérapie ou psychanalyse, jusqu'alors confusément vécu comme dangereux et nocif. Cet éclairage leur permet alors de discerner paroles vraies, qui libèrent, et fausses, vraies paroles, qui aliènent et égarent. À la séance suivante, Camille rapporte que, pour la première fois, Laure a reconnu la réalité de ces sollicitations envahissantes, et que cela leur a enfin permis de se parler vraiment. Laure confirme. Oui, c'est vrai, je ne laissais pas Camille avoir son propre espace personnel. Finalement, le reconnaître n'est pas si terrible que ça. Et ça me permet même de me dire que je pourrais moi aussi avoir mon propre espace et l'apprécier. L'émergence de cette nouvelle prise de position va à son tour favoriser une ouverture pour chacune d'elles et pour leur couple. Camille se sent désormais plus légère et plus libre. Elle s'autorise à entrer plus en profondeur dans l'analyse de son propre fonctionnement en couple. Elle prend conscience de l'origine véritable de son angoisse cristallisée sur Laure, mais en réalité rattachée au lien conjugal, et plus précisément au couple haï et proscrit par ses parents. Camille peut alors réinvestir sa relation avec sa compagne. De son côté, Laure découvre elle aussi une nouvelle liberté. Voici ce qu'elle en dit. Camille est partie seule en vacances la semaine dernière. Finalement, j'ai très bien vécu cette semaine de séparation. J'ai découvert et même apprécié des temps hors couple. C'est quelque chose de très nouveau et de profondément bon. Je me suis même découvert un vrai désir de faire des choses seule et pour moi. Je vais m'inscrire à des cours de sculpture et je pense reprendre le piano. Cependant, les changements heureux chez Laure, et tant espérés par Camille, suscitent chez cette dernière une ambivalence. Elle dit en être heureuse et inquiète à la fois. Elle craint un phénomène de bascule dans lequel les rôles s'inverseraient. Laure plus autonome et elle-même plus dépendante à sa compagne. Ce renversement de position, déroutant pour Camille, éclaire le mouvement d'oscillation entre 2 pôles d'angoisse. Significatif de la fusion, à savoir les angoisses de perte et d'absorption. Ces angoisses partagées sont vécues alternativement par chacune comme dans un mouvement de balancier. Dans sa grande demande fusionnelle, Laure prenait entièrement à son compte l'angoisse de perte propre à chacune.
Camille s'en trouvait ainsi provisoirement délestée, mais en retour portait dans le couple l'angoisse d'absorption éveillée par le lien fusionnel. La recherche d'individuation de Laure bouscule cette première répartition des rôles. Elle commence à percevoir des sensations d'envahissement alors que Camille ressent une angoisse de perte. Maintenant que Laure est plus indépendante, j'ai peur qu'elle ne soit plus attachée à moi et de la perdre. Si les prises de conscience et changements au sein du couple produisent des perturbations et des peurs, ils vont cependant redonner du souffle et de l'espace à la relation. Laure note sa capacité et son plaisir à vivre des moments hors couple, sans la crainte de perdre Camille. Camille, quant à elle, constate une nouvelle perception d'elle-même au regard du couple. Avant, c'était moi d'un côté et le couple de l'autre. Maintenant, je me sens moi, dans le couple. Le je et le nous peuvent mieux se côtoyer et faire bon ménage. Donc voilà le livre qu'on est en train de lire. Donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc de Véronique Berger. Donc je vais continuer, je regarde vos commentaires rapidement. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue à ceux qui sont là habituellement. Voilà. Donc moi je fais de la lecture de livres de développement personnel. Voilà, donc on lit on a lu déjà pas mal de livres. Vous pouvez retrouver, donc j'ai commencé à mettre les replays des lives, donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez écouter les derniers lives ou les prochains si vous souhaitez suivre les lectures mais que vous avez loupé des lives, vous avez au moins tous les replays. Et le lien, le livre est en lien dans ma bio. Vous pouvez cliquer, vous le retrouverez. Et alors j'ai vu donc combien de pages fait le livre. Alors on va évidemment pas tout lire ce soir. Voilà, donc il y a 397 pages. Donc je vous le montre, il est comme ça. Voilà. Donc ma main, voilà, c'est un livre de poche quoi. Il est assez épais, mais bon. Voilà, donc il est comme ça. Et là, donc on en est au chapitre 2. Donc je pense qu'on va lire la moitié du chapitre ce soir. Et demain, on terminera le chapitre 2. Et hier, on a terminé le chapitre 1, forcément, qu'on a lu en 2 lives. Et vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Et la chaîne, c'est le même nom que mon compte TikTok. Hop. Merci LD, merci pour les roses. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, tout peut basculer dans une relation. Mais quand on s'est habitué à une certaine dynamique, même si la dynamique nous pèse, même si c'est pas ce qu'on voudrait, on s'est habitué. Voilà, on s'est quand même habitué à ça et on y a trouvé notre place plus ou moins. Et là, on peut voir finalement que là, en fait, le fait d'être dans une demande fusionnelle, ça rassurait quelque part la personne qui ne voulait pas être dans cette demande-là. Et puis, petit à petit, quand l'autre personne prend de la distance, ça va perturber celle qui a l'habitude d'avoir justement cette personne-là tout le temps auprès d'elle. Donc voilà, et c'est là où donc c'est important de différencier l'amour de la dépendance affective, parce que même si la personne qui était tout le temps en demande prend ses distances, normalement l'amour sera toujours là, sauf si vraiment elle se retrouve plus dans la relation, etc. Mais le fait de vouloir toujours être accro à la personne, de vouloir toujours être en sa présence, c'est parce qu'il y a une peur. C'est parce qu'il y a une peur de la perte, etc., etc. Et c'est à différencier avec l'amour. Et donc, c'est à rééquilibrer derrière en se disant, c'est pas parce que je pense un peu plus à moi, que je fais des activités de mon côté parce que c'est propre à moi et ça me fait du bien, que l'amour part avec.
Non, l'amour est toujours là, c'est juste que j'apprends moi-même à me rééquilibrer dans la relation et à retrouver le je dans le nous, en fait. Mais oui, après, des choses peuvent basculer, donc c'est aussi, on va le voir, mais après, c'est des échanges, il faut pouvoir communiquer là-dessus. Et dans une relation saine, mais je pense qu'on va le voir, c'est que finalement, quand il y a ces peurs-là, c'est de pouvoir, de savoir qu'on est suffisamment à l'aise dans la relation pour pouvoir en parler avec la personne avec qui on partage sa vie. Et c'est là où la relation est saine, c'est que, voilà, moi je suis dans une relation, je sais que je vais pouvoir en parler avec la personne avec qui je partage ma vie, que la personne va l'entendre et que on va essayer de trouver une solution. Voilà. Et c'est là où il y a aussi cet aspect vraiment qui n'est pas toxique. Parce que bah, forcément, quand on va du coup parler de ses craintes à l'autre et que l'autre n'écoute pas ou est dans le rejet, etc., c'est là où ça devient compliqué. Donc il faut instaurer des moments d'échange, de discussion et il faut accepter que l'autre ait besoin de parler de ses peurs, etc., pour ensuite mieux continuer la relation, quoi. Donc je pense qu'on va le voir là. Donc de l'agressivité à l'échange. Dans cette nouvelle configuration, un autre aspect de la relation va se transformer. Celui des disputes qui ont motivé à l'origine leur prise de rendez-vous avec moi. Laure et Camille constatent qu'elles peuvent désormais parler ensemble sans que les disputes viennent envahir tout l'espace de la parole. Au fond, cela n'a rien de surprenant. L'agressivité occupe en effet une place particulière et paradoxale dans le lien fusionnel. Elle est souvent ressentie comme une menace d'éclatement du lien. La fusion permet alors d'annuler les sentiments agressifs et de les déplacer sur ce qui est extérieur à la relation. Mais, chassés d'un côté, ils reviennent, tout aussi fortement de l'autre, en raison des effets de mise à distance qu'ils produisent. Les phénomènes d'indifférenciation propres à la fusion suscitent en effet des angoisses d'envahissement ou de dilution. Conflits et disputes deviennent alors le rempart contre ces angoisses, en occupant une fonction de distanciation entre les membres du couple. Bien évidemment, ce recours inconscient à l'agressivité comme moyen de mise à distance de l'autre est peu satisfaisant, douloureux et parfois destructeur. Camille et Laure ont souhaité en sortir. Grâce à ce sursaut, à leur ténacité et à leur amour respectif, elles cherchent une autre voie qui ouvre à la différenciation et au partage. Le rapport d'indifférenciation, lié à une insuffisance d'individuation des personnes, place celle-ci dans un lien de dépendance d'autant plus forte que l'indistinction psychique entre elles est dense. Lorsqu'elle perdure au-delà des premiers temps de la relation, l'illusion de ne faire qu'un révèle donc un rapport de dépendance lourde, souvent masqué derrière l'apparence d'une félicité enchanteresse. Le maintien prolongé de cette chimère d'autosuffisance court-circuite, certes, le repérage angoissant d'un état de dépendance, mais se fait au prix du sacrifice des individualités et du lien relationnel vivant. L'idéalisation, elle aussi normalement présente dans les débuts de la relation, peut, lorsqu'elle devient persistante, recouvrir également l'existence d'un lien de grande dépendance. Donc là, ce qu'elle explique, c'est que, donc comme on l'a vu, au début d'une relation, c'est normal, entre guillemets, d'être vraiment dans une fusion, on a tout le temps envie d'être avec l'autre, on ne fait qu'un dans la relation, on n'existe pas vraiment dans le jeu, on est surtout vraiment dans le nous. Qu'est-ce qu'on a envie de faire à deux? On est pareil, on a ces points en commun, on pense à deux, on a envie de faire ça, les projets, le machin, etc. Donc ça, on est vraiment dans ce rapport d'indifférenciation. Mais quand ça dure, parce que c'est le début, c'est toujours les périodes un peu, où... Voilà, quand c'est le début, on est toujours un peu dans une folie, où on a toujours envie d'être ensemble. Mais petit à petit, forcément, ça vient se calmer, parce que ça se rééquilibre. Sauf que quand on est toujours dans ce lien-là, et que
on ne recrée pas les individualités, en fait, on est dans une relation où, en fait, la dépendance affective, elle est masquée par justement le fait qu'il y ait une indifférenciation, le fait que les personnes soient toujours ensemble, etc. Et du coup, ça devient même, ça peut devenir toxique, angoissant, parce qu'en fait, petit à petit, les individualités, elles s'effacent. Donc à la fois, on est content parce qu'on est tout le temps avec la personne, mais en même temps, du coup, ça révèle le fait que, du coup, si je suis plus avec cette personne, qui je suis en fait. Donc, au début, c'est bien parce qu'on apprend à découvrir l'autre, mais petit à petit, quand on est dans une relation, ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh bien, qui est-ce que nous sommes en tant que je? Et c'est là où, justement, il peut y avoir cet esprit c'est cette idée qui peut faire paniquer de qu'est-ce que je suis en dehors de cette relation? Et c'est pour ça que c'est très important de travailler sur l'individualité, le jeu qui n'empêche pas du tout le nous comme on le voit, quoi. Voilà. Donc on l'a vu sur ça là. Hop. C'est ça, l'éclatement du lien, exactement. Bonsoir tout le monde. Donc je vous remonte le livre et après je continue. Les dépendances affectives. Voilà, le lien, vous avez le lien dans ma bio, si le livre vous intéresse. Donc je continue. Merci Timon. Alors, je regarde juste le chapitre 2. Ok. Donc, on va lire jusqu'à environ 21h15, 22h15, pardon, et on va terminer le live vers 22h30, 22h45. Donc là, je vais encore lire quelques pages. Je vais regarder où est-ce qu'on s'arrête. Je pense qu'on s'arrêtera ici. Voilà, on va encore lire tout ça là. Et puis ensuite, on aura terminé pour ce soir. Donc je continue. L'idéalisation, je t'adore. L'idéalisation est un processus psychique par lequel la qualité et les valeurs d'une personne et la valeur d'une personne sont portées à la perfection. Adorer un enfant, un parent, le ou la partenaire, une célébrité, etc., relève d'un processus d'idéalisation. Au sens premier du terme, adorer signifie rendre un culte à une figure divine. Adorer quelqu'un équivaut ainsi à l'idolâtrer, à le percevoir comme un être de perfection et non plus sous les traits de sa réalité ambivalente d'humain, avec ses qualités et ses défauts. Sans l'ombre d'un doute. Le phénomène d'idéalisation se retrouve tout particulièrement dans la rencontre amoureuse, correspondant au temps enchanteur de la lune de miel. L'autre devient cet être merveilleux, transcendé, qui nous subjugue et nous ravit. La réalité prosaïque est désertée pour des cieux plus exaltants, royaume du prince charmant et de sa belle. L'idéalisation et le ravissement qui l'accompagnent ne sont cependant pas exclusifs aux amoureux. Nous les retrouvons chez les parents, éperdus d'admiration devant leur nouveau-né, le plus beau bébé du monde. De même et plus systématiquement chez les enfants envers leurs parents. Il est grand mon papa, il est fort mon papa, ou bien encore ma maman c'est la plus belle. Les stars, les chefs religieux, politiques, de clans et autres leaders connaissent ainsi ces phénomènes d'idolâtrie. Toutefois, quelles que soient les qualités de l'idole, elle n'en est pas moins une personne lestée de ses imperfections, ses travers, ses fragilités, ses défaillances, ses lourdeurs, ses inepties. Comme nous le savons tous, personne n'est parfait. Dès lors, par quelle prouesse psychique parvenons-nous à faire fi de tous ces avatars pour ne retenir chez l'élu que des vertus,
souvent plus imaginaires que réels. Cela procède du recours à 2 modes concomitants de défense psychique. Le premier mode, appelé clivage, consiste d'une part à séparer les bons et les mauvais côtés de la personne idéalisée, d'autre part à ne percevoir comme réels que ses bons côtés et à maintenir hors du champ de la conscience les côtés déplaisants. Ceux-ci sont tout simplement niés et lorsqu'ils font retour dans la réalité, la cause en est attribuée à un événement ou à une entité extérieure à la personne. En cela, le clivage fait appel à un autre mécanisme de défense, celui du déni de la réalité, qui consiste à refuser de reconnaître un élément frustrant, décevant ou déplaisant. Dans son film L'ombre d'un doute, Alfred Hitchcock donne un exemple édifiant du processus d'idéalisation. Charlotte, jeune femme pleine d'allant, éprouve une admiration sans borne pour son oncle maternel, Charles, hautement idéalisé et auquel elle s'identifie grâce à leur surnom commun, Charlie. Après un premier temps d'adoration absolue, malgré la présence de quelques indices troublants, le doute sur la personnalité de cet homme, en réalité manipulateur, pervers et assassin, va s'insinuer en elle. Lorsque finalement la vérité éclate à ses yeux, la jeune femme bascule dans un sentiment d'horreur. Cependant, elle ne dénonce pas son oncle. Au risque de sa vie, elle tait l'effroyable secret sur la personnalité de celui-ci, dans le seul but de protéger sa mère d'une terrible désillusion sur son jeune frère. Incarnée dans un premier temps par l'héroïne, cette idéalisation extrême habite en réalité pleinement la mère, naïvement et imperturbablement enfermée dans le déni de la personnalité réelle de son frère, adoré et idéalisé. De l'idéalisation à la désidéalisation. L'idéalisation, lors des premiers temps de la relation, est un phénomène relativement courant et ne relève pas d'un fonctionnement pathologique. Ce processus permet d'affermir l'attachement à l'autre et participe à l'arrimage de la relation. C'est d'ailleurs un ingrédient non négligeable du lien fusionnel où tant l'autre que la relation elle-même, investie comme une source de pleine et entière satisfaction, sont idéalisées. En cela, l'idéalisation est féconde et aiguillonne notre désir. Après le temps, plus ou moins prolongé de la lune de miel, une évolution se dessine, au cours de laquelle un processus de désidéalisation va peu à peu ou parfois brusquement s'opérer. L'être adoré quitte son statut d'idole et reprend en quelque sorte figure humaine. Bien sûr, ces changements inaugurent des temps de trouble, de frustration et de déception, et cela d'autant plus que l'idéalisation a été intense. Cependant, ce rééquilibrage permet à chacun de se réancrer dans une réalité plus juste et plus vraie, et offre des possibilités d'enrichissement de la relation. À l'inverse, le maintien forcené de l'idéalisation rigidifie les mécanismes défensifs de clivage et de déni, déconnecte de la richesse subtile et véritable de l'autre et de soi, et appauvrit la relation, réduite à un ersatz d'idéal parce qu'empêchée de toute transformation et évolution possible. La désidéalisation ouvre sur un temps de deuil, mais non sur la mort de la relation. Bien au contraire. Elle est le passage obligé et fructueux à une relation plus subtile, plus dense et plus vraie. Pourtant, il arrive que la personne reste enfermée dans un fonctionnement d'idéalisation et semble même s'y accrocher désespérément. C'est le cas par exemple d'un enfant ou d'un adulte victime de maltraitance qui, malgré la violence du proche, maintient celui-ci dans une figure idéalisée
et impute la cause de ses mauvais côtés à lui-même, à un tiers ou à une situation dont le proche serait victime. Alcool, maladie, chômage. À l'inverse, ce peut être aussi le cas d'un parent ou d'un partenaire envers un enfant ou un autre conjoint, peu considéré de son vivant et sacralisé après sa mort. Quel que soit le cas de figure, la personne paraît accro à cette idéalisation de l'être cher, parfois disparu depuis longtemps. Mais alors, de quoi demeure-t-elle si dépendante ? Donc on voit que on comprend bien du coup, pour juste récapituler, qu'en fait sur la phase un peu de lune de miel ou dans les premiers temps d'une relation, on idéalise toujours la personne parce qu'on voit que ses bons côtés. Parfois on passe pas suffisamment de temps ou un quotidien vraiment soutenu avec la personne. Mais petit à petit, en général, on montre le meilleur de nous-mêmes dans une relation au début. On va idéaliser une personne plus âgée, parfois, ou une personne avec qui on a un lien particulier, comme par exemple la mère avec son fils ou le père avec sa fille, par exemple. Ça, souvent, on peut le voir. Et on est toujours dans cet aspect où on va idéaliser l'autre, où, en fait, parce que, par exemple, dans une relation, on s'est mise avec cette personne pour ses bons côtés. On s'est mise avec cette personne parce que on a vu en elle des choses. Mais petit à petit, forcément, la personne, le naturel revient. La personne, forcément, on montre de moins en moins en fait que nos bons côtés, et c'est normal parce que on revient au naturel en fait. Parce qu'avec le temps, on apprend à se connaître, parce que la vie fait que parfois on va montrer des côtés moins agréables de nous-mêmes. Et ça fait partie de la désidéalisation parce que l'autre en face va se rendre compte qu'on est humain et qu'on est tous faits avec des qualités et des défauts. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que, en fait, ce qu'elle explique, c'est que quand on reste dans l'idéalisation, en fait, on ne permet pas à la relation et aux deux personnes d'évoluer. Parce que dans une relation, au début, tout est beau, tout est rose, et puis petit à petit, on va avoir des défauts chez l'un, chez l'autre, dans la relation. Et c'est là où la relation va être forte, c'est quand on arrive à passer le cap de se dire, ok, là on a des défauts, il y a des qualités, il y a des choses à améliorer. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer la relation? Et comment est-ce que chacun de notre côté, on peut essayer de devenir meilleur, entre guillemets. Parce qu'elle est là la richesse, c'est que finalement on va évoluer grâce à la relation, grâce à l'autre qui va nous apporter des choses, qui va nous faire voir certains comportements ou certains points de vue, qui va nous ouvrir à d'autres manières de faire, grâce au fait qu'il y a eu une désidéalisation et qu'on a vu chez l'autre ses défauts ou ces petites choses sur lesquelles la personne devrait évoluer. Voilà. Après, évidemment, alors il ne faut pas non plus être dans une critique constante, parce que là, on est... voilà, il faut évidemment, il y a un juste milieu, mais l'objectif, c'est que la désidéalisation, elle nous permet de révéler en nous ce qu'il y a à améliorer, et forcément, quand on fait ce travail-là, on évolue. La relation, elle évolue, et on s'enrichit, et on renforce la relation en tant que telle, quoi. Mais je pense qu'on va le voir en plus. Les bénéfices de l'idéalisation. La force de l'idéalisation semble être en corrélation étroite avec les bénéfices inconscients recherchés en retour. Plus l'attente de ces bénéfices est forte, plus le sujet se cramponne à l'idéalisation. Ces bénéfices se situent principalement sur deux registres, l'un narcissique, l'autre défensif. Sur le plan narcissique, être reconnu et plus encore choisi et aimé par la personne idéalisée comble, valorise hautement et fortifie la confirmation de soi. Comme le note Freud, l'autre idéalisé est aimé pour ce que l'on voudrait être soi-même, pour la qualité qui manque,
pour atteindre l'idéal du moi. Le sujet devient en quelque sorte le personnage de Narcisse, et l'être idéalisé, l'eau dans laquelle il se contemple et s'aime. Donc là, vous comprenez. Donc là, en fait, ce qu'il explique, c'est que, en fait, on valorise tellement l'autre que on se dit, moi, je suis avec cette personne, donc cette personne est géniale, moi aussi je le suis. En gros, c'est ça. Cette personne a énormément de qualités, et donc, moi, je suis choisie par cette personne, je suis aimée, j'ai forcément les mêmes qualités, etc. Et donc, et à l'inverse, quand parfois on est avec une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça, qui a tel défaut, on va se dire, mais en fait, euh, on va toujours le ramener à nous en se disant, en fait, moi aussi je suis comme ça, est-ce que, en fait, je suis comme cette personne-là, je vois la vie comme ça, etc., etc. Donc il y a toujours le côté narcissique où il va y avoir un effet miroir. Et donc, parfois, c'est beaucoup mieux d'idéaliser l'autre pour se dire, je suis aimée par cette personne et cette personne est comme ça et moi je suis avec elle, donc c'est que je suis aussi bien que cette personne-là. Voilà, je sais pas si j'explique bien, mais si c'est clair. Mais voilà. N'hésitez pas je regarde vos commentaires, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre des petits commentaires, dire des choses, compléter, si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez. Hein. Alors je regarde juste combien de pages il nous reste. Je sais pas si on va... Ok. L'idéalisation, comme aiguillon, passe des sentiments d'estime de soi, de valorisation et de confirmation à un aspect également présent dans le film L'ombre d'un doute. Alfred Hitchcock nous fait ressentir combien la jeune nièce, avant sa terrible déconvenue, tout comme sa mère, éprouve une grande fierté et une intense satisfaction, auprès de leurs connaissances respectives, de vivre aux côtés de l'oncle adoré. Hitchcock ne manque d'ailleurs pas de pointer le phénomène de réflexion en miroir, pour la jeune femme, de son idéal projeté sur son oncle. Ce phénomène est tout particulièrement mis en relief par la similitude de leur surnom utilisé par la jeune Charlie comme un trait d'identification à son aîné, et conforté par ce dernier qui n'hésite pas à jouer de cette identité en miroir. Jeanne ou la petite Cendrillon. L'histoire de Jeanne témoigne elle aussi du phénomène d'idéalisation en lien à une recherche désespérée de reconnaissance et d'amour. Comme nous l'avons déjà indiqué, Jeanne a grandement souffert de l'absence psychique de sa mère, perçue comme une petite étoile inaccessible. Mais elle a tout autant souffert de la désertion de son père, de sa place et de son rôle de parent. Homme au comportement trouble, pour la petite Jeanne une figure monstrueuse, profondément insécurisante. Je sentais chez mon père quelque chose de pas normal, de malsain. Il y avait en lui un côté monstrueux qui me faisait peur. Parfois il retrouvait son visage de père, par exemple quand nous jouions avec un animal. Mais mon père et moi aimions beaucoup les animaux. Dans ces moments-là, je trouvais son côté humain et aimant. Mais ça me laissait dans un sentiment de trouble parce que je ne savais pas réellement à qui j'avais affaire. Aux côtés d'un père effrayant et d'une mère qu'elle craint sans cesse de perdre, Jeanne reste en alerte constante, scrutant les moindres signes annonciateurs d'un danger. Sa relation à ses grands-parents paternels sera pour elle un sauve qui peut. Très gâtée par eux durant son enfance, Jeanne investit en eux une figure secourable, auprès de qui elle aimait à se sentir en sécurité, écoutée, chérie. Durant la première année de sa psychanalyse, elle met en avant cette relation privilégiée. Elle semble pétrie d'adoration pour eux et pour les moments magnifiés de son enfance partagée avec eux. Mes souvenirs les plus merveilleux sont ceux avec mes grands-parents. Avec eux, j'étais vraiment heureuse.
Cependant, reste soulevée la question de ce qui rendait réellement ces moments si merveilleux. Au fil de ses évocations et de son cheminement, il apparaît de plus en plus nettement que la représentation de son bonheur auprès de ses grands-parents fut directement en lien avec la satisfaction immédiate de ses souhaits. Il me traitait comme une princesse, en répondant à toutes mes demandes, et même en les devançant. Si je voulais telle ou telle chose, il me suffisait de manifester mon intérêt pour qu'il me l'offre sans avoir à le leur demander. En contraste avec son vécu auprès de ses parents, imprégné de sentiments d'avilissement et d'abandon, Jeanne se sent transformée avec ses grands-parents. Tel Cendrillon, sa condition misérable se métamorphose en une place filée d'or et de soie. Les faveurs grand-parentales la comblent et la confirment dans un grand sentiment de valorisation qui la ravit. Les bénéfices narcissiques résultant de cette relation apparaissent d'évidence et ont très certainement servi à Jeanne de support sur lequel prendre appui pour lutter contre un vécu d'anéantissement. Malgré la conscience des comportements despotiques et manipulateurs de sa grand-mère envers son entourage, du manque de générosité et d'empathie des grands-parents à l'égard de ses sœurs et de la famille en général, puis de leur absence de soutien lors et dans la suite de la perte de ses parents, Jeanne persiste. Elle exalte leur bon côté et laisse sous silence et dans l'impensé leurs aspects déplaisants, décevants et abandonniques à son endroit. Pourquoi un tel cramponnement aveugle et contraste avec sa vivacité et sa subtilité d'esprit ? Un aveuglement narcissique. Peu à peu, au fil de ses avancées, Jeanne se rapproche de la réalité de cette part plus sombre de ses grands-parents et de la désidéalisation douloureuse qui en découle. Elle repère alors les motivations inconscientes de son idéalisation obstinée et à travers celle-ci, ce à quoi elle était tant accro. Je ne supportais pas qu'on attaque mes grands-parents. Je suis en train de comprendre que ces attaques, c'était envers moi que je les ressentais. C'était comme si reconnaître leur côté obscur signifiait pour moi ne pas être digne d'être aimé. Le plus douloureux, c'est de voir qu'ils ne m'aimaient pas réellement. Je croyais qu'ils m'aimaient, mais j'étais pour eux une poupée avec laquelle jouer et se faire plaisir. Idéaliser l'image grand-parentale, confortée par l'éclat des ors et des paillettes qui la ravissaient, lui donner en retour un sentiment de considération et de pouvoir, contrepoids salutaire au vécu dégradant et insécurisant dont elle était imprégnée. Désinvestir cette image idéalisée, ramener à la surface le sombre reflet de ne pas être digne d'être aimé. En outre, comme Jeanne le découvre, cette blessure profonde en ramenait une autre, plus douloureuse encore, celle d'avoir été chosifiée et non pas réellement aimée. S'agripper à l'idéalisation prend ici les traits d'une tentative désespérée de revalorisation narcissique en lutte contre un effondrement. La désillusion est une potion amère et parfois mortifiante. En cela, son évitement peut être activement entretenu. Pour autant, le coût du subterfuge devient fort élevé car il implique de se couper de la réalité présente et de l'accès à une relation renouvelée, vraie à soi et aux autres. La désidéalisation passe ainsi par un incontournable et douloureux travail de deuil, ouvrant ensuite la voie à un réancrage dans les liens bien plus réels et vivants. Ok, on va du coup terminer la lecture sur ça. Donc on va lire encore une page et on va s'arrêter là. On lira la suite demain. Parce que je voulais qu'on finisse, mais ça va être trop long. Donc on va lire une page et puis on terminera le chapitre demain.
le chapitre 2, voilà. Je vous montre le livre avant qu'on termine la lecture. Vous avez le livre sur mon lien en bio. Voilà, merci Aura Farah. Voilà, bienvenue tout le monde. Merci pour vos commentaires. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent. Oui, ouais, je sais. Oui, sur des mots, ça peut faire bloquer le live. Ouais, je sais. En fait, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je les bip, mais sur le coup, comme je lis, en fait, Enfin, c'est un peu compliqué d'anticiper, mais bon, voilà. Mais j'espère que que ça fera pas bugger. Il faut tapoter sur le live. Donc, ok. Donc, je finis ici donc les 2 paragraphes, enfin les 3 là. Et puis, on a fini la lecture pour ce soir. Donc, idéalisation défensive. Parallèlement à cette forme de dépendance reliée à la recherche des bénéfices narcissiques, l'idéalisation peut relever d'un registre défensif. Dans ce cas de figure, il devient alors un mode de protection contre les sentiments agressifs, ainsi évités ou annulés. Mais pourquoi cette nécessité de s'en protéger ? Les origines de cette grande difficulté à intégrer les pulsions agressives remontent au premier temps de la vie, à une période où le bébé ne se perçoit pas encore comme distinct de son entourage, et notamment de sa mère. Il peut alors se montrer impitoyable envers ceux qui l'entourent. Cris, colère, morsures. La réponse des parents aux attaques agressives va favoriser ou à l'inverse entraver les capacités du bébé à surmonter ses vécus chaotiques et angoissants. Lorsque la réponse s'exprime sans représailles et dans la continuité des soins et de l'attention, le bébé peu à peu tolère et intègre ses pulsions agressives. Mais à défaut de réponses suffisamment adaptées, l'agressivité première se trouve confinée dans des représentations de destruction et des sentiments persécutifs. Pour s'en protéger, l'enfant, y compris devenu adulte, inhibe sa part agressive. Lorsque celle-ci ressurgit, le cortège des angoisses destructrices et persécutives fait retour. L'idéalisation se présente alors comme un moyen de se protéger de ces angoisses, en préservant l'être cher des sentiments agressifs vécus comme trop menaçants. C'est le cas notamment de Marthe, enchaînée dans un attachement et un dévouement indéfectible à sa mère. Donc on lira l'histoire de Marthe demain, et donc on terminera la lecture du chapitre demain. Voilà. Hop. Donc la lecture est terminée pour ce soir en tout cas. Donc, je vous remontre. Alors juste... Hop. Ok. Voilà. Donc on a lu la fusion à l'autre, nous ne faisons qu'un, et l'idéalisation, je t'adore. Donc on va terminer l'idéalisation et ensuite on lira la haine et l'évitement du rapprochement et angoisse de séparation. Être ensemble est inévitable, nous quitter est inconcevable. Hop. Donc vous voyez l'idéalisation, donc c'est aussi un moyen de se protéger de ces angoisses en préservant l'être cher des sentiments agressifs vécus comme trop menaçants, puisque là en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que en fait quand un bébé grandit dans un environnement agressif, en fait il va donc en fait il va peu à peu intégrer les comportements agressifs qu'il a en lui, parce qu'en fait, comme il vit en gros ces comportements agressifs face à lui, il va intégrer les siens parce qu'il va voir le fait d'être dans l'agressivité un peu comme une menace, parce que pour lui, en fait, voilà, en tant que bébé, ça ne permet pas de répondre en gros à ses besoins.
Et donc, il va s'adapter à cette agressivité qui va se retrouver confiné, voilà, dans des représentations de destruction et de sentiments persécutifs. Parce qu'en fait, il va calquer l'agressivité avec la persécution, etc. Alors que, voilà, donc, alors que l'agressivité, parfois, c'est... alors, toute... bon, évidemment, il faut toujours que ce soit modéré, mais en tout cas, c'est le reflet d'un mécontentement, et donc le fait de cacher cette agressivité, et ben en fait on va du coup devoir idéaliser la personne pour ne pas montrer, pour ne pas avoir à se rendre compte qu'il y a des choses qui nous déplaisent et être nous-mêmes dans l'agressivité. Voilà. De ce que je comprends en tout cas. Donc voilà, donc on a terminé la lecture pour ce soir. Alors je sais pas si vous voyez bien en fait, parce que c'est vrai qu'avec... Je vous remonte bien le livre, donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Vous avez le lien dans ma bio si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Hop, je vais le mettre comme ça, s'il tient. Parfait. Voilà. Vous voyez, parfait sans être parfait. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc bienvenue à tout le monde. Donc en général, je termine le live vers... j'essaye de terminer le live vers 22h30, donc je vais rester un petit peu pour tous ceux qui veulent discuter du livre et de... Enfin voilà, ce que vous voulez, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hop. Voilà, alors, est-ce que c'est de la psychologie? Oui, c'est de l'ordre de la psychologie. En fait, Véronique Berger, elle est psychanalyste. Elle est formée à la psychopathologie clinique, orientation psychanalytique et à la psychanalyse groupale. Bon, c'est assez compliqué, mais en gros, c'est l'analyse du mental, du psychique, de ce qui est à l'intérieur de notre cerveau, de nos comportements. Et voilà, c'est... Donc oui, on est sur de l'analyse, sur de la psychologie, oui. Voilà, en fait, elle essaye dans ce livre, même si elle dit que ça reste complexe, elle essaye de décrypter ce qu'est les dépendances affectives, d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut calmer cette dépendance-là, en fait. Voilà. Donc, comment la reconnaître, d'où vient-elle, voilà, comment s'en libérer. Donc, avec des témoignages riches et éclairants, ce livre met au jour les origines familiales et généalogiques des dépendances affectives. Donc, accaparement de l'enfant par le parent, emprise, désamour, violence, abus, traumatisme, transmis de génération en génération. Surtout, il nous invite à mobiliser les ressources dont nous disposons pour accéder à la liberté d'être soi. Car le choix d'une vie non plus subie mais incarnée, même s'il est difficile, nous appartient. Voilà, on a toujours le choix d'aller vers plus de liberté, de s'incarner, de guérir de nos blessures, même si c'est difficile. Ça demande beaucoup de courage, mais les bienfaits sont ensuite énormes, quoi, parce qu'en fait, on quitte cet état de peur, de stress, pour aller vers vraiment une liberté psychique, mentale, de corps. En fait, on le ressent en nous et dans nos relations, en fait. De rien, de rien, de rien. Donc voilà, donc s'il n'y a plus de commentaires, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. En tout cas, en fait, c'est comme une résilience. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc la résilience, c'est tout à fait ça. C'est quand on a vécu des événements qui sont assez traumatiques, des moments qui sont difficiles pour aller vers trouver les ressources en nous, pour aller vers la guérison,
se renforcer, enfin trouver nos ressources intérieures et ensuite avancer, être dans l'action et oser en fait aller vers ce qui nous faisait peur ou en tout cas changer le regard que l'on avait par exemple là sur les relations, voilà, sur l'amour en tant que tel, etc. Parce qu'ici on confond vraiment dépendance, une personne qui est en dépendance affective va entretenir des relations parce que ça va lui permettre de ressentir certaines choses qui vont la calmer par rapport à ses peurs en fait. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Non, parce qu'on est vraiment... C'est le fait d'être accro à un comportement dans une relation. Parce que ça va nous apporter des choses. Daria Orafara, j'espère que tu vas bien. Coucou Fatma. Merci beaucoup pour ton commentaire. Coucou Lily Tok. Hop. Donc en tout cas, voilà, j'espère que le live vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les replays sur ma chaîne YouTube. Je le répète, mais souvent j'ai des messages après pour me demander est-ce que les lives sont enregistrés, etc. Où est-ce qu'on peut les voir. Donc c'est sur ma chaîne YouTube, donc Madame-du-bas Succès. Vous allez retrouver du coup les 2 derniers lives qu'on a fait sur... donc en fait, pour l'instant, donc là c'est le 3e live qu'on fait sur ce livre. Donc n'hésitez pas à aller voir les 2 dernières vidéos. Les 2 derniers lives où on a pu lire ce livre sont sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à liker les vidéos si ça vous plaît. Voilà, ça permet de soutenir mon travail aussi. Donc merci beaucoup. Bonne année, Brock Rapine. Meilleurs vœux. Voilà. Bonsoir tout le monde. Coucou Fatma. Donc voilà. Donc ici on lit des livres de développement personnel. On en a lu déjà pas mal. On a lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. On a lu La guérison des 5 blessures. Juste avant, on a lu Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc là, c'était vraiment autre chose. C'est sur les techniques d'influence, un peu dans tout ce qui va être vente, marketing, etc. Mais bon, c'était intéressant. Ça change un peu ce qu'on avait l'habitude de lire. Voilà. On a lu La guérison. On a lu Le pouvoir du moment présent, Imparfait, libre et heureux. Donc, enfin, vous les voyez pas, mais voilà, ils sont là. Hop. Donc, on a lu Imparfait, libre et heureux. On a lu les livres de Joe Dispenza, Les 4 accords Toltec, Le pouvoir du moment présent, Comment se faire des amis. Donc voilà, globalement, on les a quasiment tous lus. Alors, vous n'avez pas tous les replays parce que je les ai pas tous mis du coup sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je savais pas que les lives étaient enregistrés. Mais voilà, depuis que je le sais, donc je les publie tous rapidement sur ma chaîne. Donc vous pourrez tous les retrouver. Yes, merci Orafara. Merci d'être là sur tous les lives, hein, surtout. Merci LD. Coucou la Vénusienne. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci Sweetie. Yes. Donc en tout cas, voilà, donc ça c'est le livre que vous aviez souhaité qu'on lise après Influence et manipulation. Et donc le livre qu'on lira sûrement après, c'est les profils émotionnels, apprendre à les connaître et mieux vivre avec. Mais bon, ça sera dans... Il y aura plusieurs lives avant qu'on le lise. Là, on est vraiment sur celui-là. Et comme je vous ai dit, donc là, voilà, on a lu ça. On a lu cette partie-là. Donc, bon, on essaiera, j'essaierai de lire rapidement pour quand même qu'on fasse pas trop de live dessus. En tout cas, de faire, voilà, je ferai mon maximum en tout cas. Donc, on fera un live demain soir, donc on sera vendredi.
Et ensuite, normalement, le prochain live, ça sera mardi. Alors, si j'en fais un lundi, ce sera vers 21h30. Donc, ça va faire un peu tard peut-être pour la lecture. Parce que je lis le temps donc je vais me connecter vers 21h30, le temps de lire, etc. Ça fera peut-être trop tard. Donc, vous me dites. Sinon, de toute façon, ce sera mardi prochain. Je pense pas que je ferai un live dimanche soir. Donc, on va faire comme ça, on va avancer petit à petit. Donc je vais clôturer le live. En tout cas, j'espère que la lecture vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir aussi mes publications. Donc c'est un peu différent de ce que je fais en live. Mais bon, voilà, elles sont là. Donc vous pouvez aller voir, il y a pas mal de contenu. Et donc moi, voilà, donc c'est un compte uniquement sur le développement personnel. Et vous avez aussi, voilà, ma chaîne. Vous avez toutes mes recommandations de livres de développement personnel qui sont donc sur mon lien en bio. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées par les coachings, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte. Donc je vous appelle soit sur WhatsApp, soit sur numéro classique. Pendant 15 minutes à peu près, plus ou moins, on va discuter de vos besoins en accompagnement. Donc je fais que des accompagnements pour les femmes, voilà. Mais donc vos besoins d'accompagnement, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous aimeriez travailler, donc c'est du coaching de vie. Donc on vient définir vos besoins et moi du coup j'adapte l'accompagnement, les coachings à vos besoins, à vos objectifs. On vient travailler sur les loyautés, les croyances qui sont ancrées. On vient travailler sur comment remettre du sens dans vos actions, mettre en valeur toutes vos ressources, mettre en place des actions qui petit à petit vont vous permettre d'atteindre vos objectifs de vie, qui soient, ça peut être des objectifs à court, moyen, long terme, ça dépend vraiment et voilà. Donc ça peut être des objectifs au niveau de vous personnellement, de votre famille, ça peut être aussi en lien avec le professionnel par rapport à vos passions, vos chemins de vie, etc. Donc il y a pas mal de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel. Voilà, et ensuite on voit si les coachings que je vous propose vous correspondent. Et voilà. Et ensuite, on démarre les accompagnements ensemble. Voilà, hop. Bonne soirée à LD, merci. Voilà. Pour les prix, c'est 60 € la séance. Bonsoir Amira. Je peux pas t'offrir de livres, par contre tu peux écouter les lectures sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais je faisais des concours à un moment pour vous faire gagner des livres, mais en fait, c'est vrai que j'en ai pas refait. Donc, faudrait que je les relance. Une fois par mois, je faisais un concours où je tirais une personne au sort et je lui envoyais le livre de son choix. Ça, c'est pour les anciens qui étaient là au début. C'est vrai qu'il faudrait que je reprenne quand même, parce que c'était pour vous remercier. Donc voilà, désolée. Donc en tout cas, je vais vous souhaiter, du coup on va clôturer le live, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. S'il y a des choses qui vous ont parlé pendant la lecture, qui vous ont un peu travaillé, chamboulé, s'il y a des choses qui viennent, n'hésitez pas à écrire, à poser les choses sur papier. Déjà ça va vous faire du bien, ça va vous vider la tête. Et voilà, essayez de reprendre ensuite ce que vous avez écrit, essayez de creuser sur ce qui a pu vous marquer. Et comme je vous dis à chaque fois, après, si jamais il y a des choses vraiment qui sont ancrées, qui sont marquantes, qui vraiment vous bloquent ou font en sorte que vous répétiez certains schémas dans des relations, etc., n'hésitez pas à faire une thérapie ou à aller voir, à aller discuter parfois. Alors,
Le coaching et la thérapie, c'est des choses qui sont différentes, mais c'est complémentaire. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, ça fait partie de la guérison, de prendre soin de vous, d'avoir des moments d'introspection, où vous essayez d'aller comprendre quelles sont vos croyances, quels sont vos schémas, et, ce qui fait que finalement, vous entretenez des mécanismes, des manières de faire, des comportements malgré vous, alors que vous aimeriez que ce soit différent. Donc déjà, posez-vous, écrivez, et ensuite essayez d'aller décrypter ce qui peut se passer pour ensuite voilà, aller vers la guérison. C'est déjà un premier pas. Voilà. C'est déjà en tout cas un premier pas à faire seul, quoi. Donc bonne soirée tout le monde. Ouais, très très belle soirée à tous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite... Ah oui, les coachings sont en visio. Je vous l'ai pas dit, mais voilà. Le premier appel est par téléphone, mais les coachings sont en visio. Et voilà, c'est des coachings d'1h30 à 2h par séance. Donc voilà, vous savez que ça aussi, souvent vous me demandez en message. C'est voilà, donc là je montre pas ma tête sur les lectures, mais en visio, mais les coachings sont évidemment en visio. Donc voilà, très belle soirée à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Et à bientôt pour les autres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté au live. Merci d'avoir assisté voilà, à la lecture. Pour toutes les personnes qui ont tapoté, on est à 6,5K, donc c'est super. Merci beaucoup. Et en tout cas, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et je vous dis à demain pour la fin du chapitre 2 du livre sur les dépendances affectives. Très bonne soirée. J'éteins le live. Très bonne soirée.